Bonjour et bienvenue dans l'iceberg des attaques animales sur l'homme. Aujourd'hui les aventuriers, je vous invite à un voyage aussi fascinant que glaçant à travers les pires attaques animales jamais recensées. Qu'il s'agisse de grands félins, de prédateurs marins ou de reptiles impitoyables, la nature regorge de créatures capables du pire envers l'être humain. Mais avant de plonger ensemble dans l'iceberg, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de vous abonner à la chaîne, ça aide énormément au référencement de la chaîne. Alors, est-ce que vous êtes prêts les aventuriers ? Sans plus attendre, lassez vos bottes de pisteurs et armez-vous de sang-froid, car nous partons dès maintenant explorer les pires attaques animales sur l'homme. Débutons notre plongée dans l'iceberg avec l'une des histoires les plus troublantes et marquantes de ces dernières années. Le 16 février 2009, Charlotte Nash se rend chez son amie Sandra Herold à Stanford dans le Connecticut pour partager une après-midi paisible entre copines. Mais cette visite, en apparence ordinaire, va soudainement basculer dans une séquence totalement inattendue. Il est environ 15h40 lorsqu'un incident survient devant la maison. Travis, le chimpanzé que Sandra élève depuis de longues années comme un membre de sa famille, s'empare des clés de voiture et quitte brusquement la maison. La situation est alarmante, l'animal a déjà montré par le passé des signes de comportement difficiles. En effet, en 2003, il s'était échappé d'un véhicule et avait provoqué la panique dans les rues, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour tenter de le contenir. Consciente du danger potentiel, Sandra tente de maîtriser la situation avant qu'elle ne dégénère. Elle décide alors de faire appel à Charla pour l'aider à calmer le primate et le faire revenir à la maison. Mais ce qui devait être une intervention de routine va très bientôt prendre une tournure dramatique. Charla approche en tenant à la main une peluche Elmo, un jouet que Travis affectionne particulièrement dans l'idée de capter son attention et de l'apaiser. Mais contre toute attente, l'animal réagit violemment et se précipite vers elle, l'agrippant de manière soudaine. Débordée par la scène, Sandra tente de l'arrêter par tous les moyens, sans grand succès. En grande panique, elle appelle les secours, supplie l'opérateur d'envoyer la police et décrit en larmes l'état dramatique de son ami. L'appel passé au secours est d'une intensité bouleversante et si vous souhaitez en savoir davantage, un lien est disponible en description. Quelques minutes plus tard, une équipe de police arrive sur les lieux. L'un des agents intervient rapidement et fait feu à 4 reprises sur le primate. Travis se réfugie à l'intérieur de la maison où il finira par s'effondrer près de sa cage. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs tentent de comprendre ce qui a pu déclencher une telle crise chez l'animal. Il est révélé que Travis suivait un traitement pour la maladie de Lyme et qu'il avait consommé un mélange de thé et de médicaments, ce qui aurait pu altérer son état mental. Charla survit miraculeusement à l'attaque, mais les blessures qu'elle subit sont si graves qu'elle figure parmi les rares patientes au monde à recevoir une greffe complète du visage. Mais malheureusement, Sandra ne supportera pas la tragédie et décédera d'une rupture d'anévrisme quelques années plus tard. Peut-être que le nom de Steve Irwin ne vous évoque rien au premier abord, mais en Australie, il est une véritable légende. Animateur charismatique de l'émission de Crocodile Hunter, Steve se distingue par son enthousiasme débordant et son aisance incroyable auprès d'animaux considérés comme parmi les plus dangereux de la planète. Son émission, diffusée dans plus de 130 pays, rassemble à elle seule plus de 500 millions de spectateurs à travers le monde. Le 4 septembre 2006, Steve Irwin et son équipe prennent la mer pour tourner une nouvelle série documentaire. Leur but est de filmer les espèces marines les plus dangereuses et notamment le redoutable requin-tigre. Mais ce jour-là, malgré tous leurs efforts, aucun squale ne se montre. L'équipe décide alors de se recentrer sur une raie pastenague mesurant plus de 2,50 m, rencontrée par hasard dans les eaux plus profondes. L'objectif est alors simple. Capter une séquence paisible où Steve s'approche prudemment de l'animal pendant que celui-ci s'éloigne lentement, le tout filmé sous plusieurs angles. C'est une mission a priori banale pour Steve qui a affronté des prédateurs bien plus redoutables. Mais en quelques instants à peine, la situation bascule. La raie modifie brusquement sa posture et, dans un réflexe de défense, utilise son dard pour frapper à plusieurs reprises en direction de Steve. Rapidement remonté sur le bateau, Steve s'exclame dans un râle. « Ça m'a transpercé le poumon !» Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le dard a touché son cœur. Steve regarde Justin une dernière fois et rend son dernier souffle alors qu'il n'est âgé que de 44 ans. Selon les experts, il est probable que la raie ait perçu une ombre au-dessus d'elle et qu'elle ait réagi par instinct de protection. Le coup porté, bien que rarissime, a été d'une précision telle qu'aucune intervention immédiate n'aurait pu le sauver. La disparition de Steve Irwin provoque une onde de choc mondial. Il laisse derrière lui sa femme Terry, leurs 2 enfants Bindy et Robert, un zoo dédié à la faune en Australie et surtout un héritage immense. Celui d'avoir transmis sa passion de la nature à des millions de personnes dans le monde entier.
Peut-être que certains d'entre vous passent leur soirée sur Mario Kart, un jeu où une simple carapace bien placée peut ruiner toute une course à quelques mètres de la ligne d'arrivée. C'est amusant, rageant parfois, mais quel rapport, me direz-vous, avec une attaque d'animal dans la vraie vie? Pour le comprendre, il faut remonter au 5e siècle avant notre ère, à une époque où un homme va perdre la vie à cause d'une carapace. Près d'un siècle avant Platon et Socrate, Échille est déjà considéré comme l'un des plus grands auteurs de son temps, souvent surnommé le père de la tragédie grecque. Ses œuvres, profondes et puissamment symboliques, traitent des conflits politiques, moraux et spirituels de son époque et posent les bases du théâtre classique. Mais ce que le dramaturge ne sait pas encore, c'est que sa propre fin sera, elle aussi, digne d'une tragédie, avec un soupçon d'absurde en prime. Un jour, un oracle lui prédit qu'il mourra frappé par un objet tombé du ciel. Loin d'ignorer cette prophétie, Échille décide de s'adapter. Il évite soigneusement les toits, les balcons, les arbres et tout ce qui pourrait s'élever au-dessus de sa tête, préférant passer ses journées en plein air, là où rien ne risque de lui tomber dessus. Mais le destin de l'imagination s'apprête à lui jouer un mauvais tour. En l'an 456, alors qu'il séjourne en Sicile pour présenter ses pièces, Échille se promène à découvert, comme à son habitude. À cet instant précis, un aigle survole la région avec une tortue entre les serres. Cherchant à briser la carapace de sa proie, le rapace repère un rocher potentiel et, dans un geste naturel pour l'aigle, il lâche la tortue sur le crâne chauve d'Échille qui s'effondre instantanément au sol. Aussi improbable que cela puisse paraître, cette histoire est bel et bien rapportée par plusieurs auteurs de l'Antiquité, notamment Valerius Maximus au 1er siècle. Ainsi disparaît Échille, frappé non pas par un éclair de Zeus, ni par la colère d'un roi, mais par la trajectoire malheureuse d'un reptile volant. Alors évidemment, on ne saura jamais ce qu'il aurait pensé de cette fin, absurde au point d'en devenir poétique. Mais en imaginant Échille nous observer depuis les Champs-Élysées, on peut se demander ce qu'il penserait de notre époque, lui qui voit désormais des humains jeter des carapaces sur le circuit arc-en-ciel. Quoi qu'il en soit les aventuriers, souvenez-vous toujours de cette leçon essentielle. Méfiez-vous de ce qui tombe du ciel, que ce soit une météorite, une tortue ou une carapace bleue. Bon, après cette brève parenthèse tragico-comique, mettons maintenant le cap vers un coin reculé du Japon pour conclure cette première strate de l'iceberg. En 1915, le village de Sankebetsu va être frappé par une série d'attaques aussi violentes qu'inédites, causées par l'un des prédateurs les plus redoutés de la région, l'ours brun d'Ussuri. Tout commence à la fin du mois de novembre, lorsqu'un ours, qui sera plus tard surnommé Kesagake, s'approche de la maison de la famille Ikeda. Il effraie un cheval, vole quelques réserves de maïs, puis disparaît dans les bois. Ce qui n'était au départ qu'un simple incident prend une tournure bien plus inquiétante lorsque, quelques jours plus tard, l'animal réapparaît dans le village. Pris d'inquiétude, les habitants décident alors de lui tendre une embuscade, mais l'ours parvient à prendre la fuite en direction des montagnes. Pendant près d'un mois, le calme retombe sur le village de Sankebetsu jusqu'à la date fatidique du 9 décembre. Kisagake s'introduit dans la maison de la famille Ota et attaque brutalement ses occupants. Un bébé perd tragiquement la vie, tandis que la mère est emportée vers la forêt où son corps est retrouvé par la suite. Le choc dans le village est immense. Déterminés à éliminer le danger, les habitants organisent une grande battue et finissent par retrouver la trace de l'animal. Mais, une fois encore, malgré plusieurs coups de feu, il parvient à fuir. Tout le monde comprend que l'on ne fait pas face à un simple ours affamé, mais à une créature rusée, tenace et résolument meurtrière. Les villageois mettent alors en place une surveillance autour de la maison Ota, pensant que l'animal reviendra sur les lieux de son dernier carnage. Mais Kesagake déjoue leur plan et, profitant d'un moment d'inattention, il se dirige vers une autre maison, bien plus éloignée. Il pénètre par une fenêtre et s'en prend à une autre femme, attaque un enfant, puis une seconde femme. Le village est en état de sidération et, devant l'ampleur du drame, les autorités d'Hokkaido dépêchent des renforts. Mais c'est finalement un chasseur local, Yamamoto Akechi, qui accepte de prendre les choses en main. Après plusieurs jours de traque dans les montagnes glacées, Yamamoto repère enfin Kesagake, posté non loin d'un cours d'eau. Il s'approche, ajuste son tir et l'abat de 2 balles. L'une dans la tête, l'autre dans le cœur. L'ours s'effondre dans la neige, mettant fin à plusieurs semaines de terreur. Les spécialistes pensent que Kesagake a été réveillé prématurément de son hibernation, sans doute par la faim ou le froid. Affaibli et privé de son habitat naturel par la déforestation, il se serait alors tourné vers les humains pour se nourrir. Nous voilà à présent dans les eaux claires de l'iceberg. Bon, à ce qu'il paraît, le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais vous allez voir que, dans ce cas précis, il peut aussi devenir son pire cauchemar. Tout commence le 26 janvier 2001 à San Francisco, en Californie. Diane Whipple profite d'un moment de libre pour faire quelques courses. Elle rentre chez elle, les bras chargés de sacs, déjà absorbée par les petites tâches du quotidien qu'elle prévoit de faire une fois rentrée chez elle.
Mais à peine a-t-elle franchi le couloir de son immeuble qu'elle se retrouve nez à nez avec deux dogs des Canaries. Les molosses lui bloquent le passage et leur posture agressive ne laisse place à aucun doute. Ils sont prêts à attaquer. Diane, pris au dépourvu et encombrée de ses sacs, n'a même pas le temps de réagir. Les chiens se jettent sur elle avec une violence inouïe, elle tente de se défendre tant bien que mal, repousse ses attaques, frappe, crie, mais tous ses efforts sont vains. Des voisins, alertés par les hurlements, appellent immédiatement les secours. Mais lorsqu'elle est enfin transportée à l'hôpital général de San Francisco, il est déjà trop tard. Diane succombe à ses blessures quelques heures plus tard. L'attaque provoque un choc immense, tant par sa brutalité que par l'identité de la victime. En effet, Diane Whipple n'est pas une inconnue. Elle est une ancienne athlète de haut niveau et elle a représenté les États-Unis aux Jeux Olympiques de 1996 sur 800 mètres et faisait également partie de l'équipe nationale de lacrosse, un sport populaire en Amérique du Nord, similaire au hockey sur gazon. D'ailleurs, si vous êtes du Canada et que j'écorche l'explication, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Rapidement, les enquêteurs cherchent à comprendre comment une femme sans histoire a pu devenir la cible d'une telle attaque. Les deux dogs appartiennent en réalité à un détenu condamné à 3 peines de prison à vie. Durant son incarcération, la garde des animaux était confiée à 2 avocats, Robert Knoll et Marjorie Knoller, un couple qui vit dans l'immeuble de Diane. Le jour du drame, Marjorie Knoller montait les chiens sur le toit comme à son habitude. Mais, pour une raison inexpliquée, les molosses lui échappent, descendent dans le hall de l'immeuble et croisent la route de Diane. Les 2 chiens sont immédiatement saisis par les autorités, puis euthanasiés. Quant aux 2 avocats, ils sont rapidement jugés. Robert Knoll est condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire, tandis que Marjorie Knoller écope de 15 ans de réclusion. Et si je vous disais qu'un roi a trouvé la mort à la suite d'une attaque de singes? Ce scénario, digne d'un film de série B un peu grotesque, est pourtant bien réel et me touche personnellement, du fait de mes origines grecques. Le 2 octobre 1920, le roi Alexandre Ier de Grèce se promène dans les jardins du domaine royal de Tatoi lorsqu'un événement aussi absurde que tragique vient bouleverser le cours de l'histoire. Sur les terres du palais, un macaque berbère domestiqué s'en prend violemment à Fritz, le berger allemand du roi. En tentant de séparer les 2 animaux, Alexandre est mordu à la jambe et au torse, non pas par le premier singe, mais par un second qui surgit soudainement. Des domestiques accourent aussitôt et parviennent à faire fuir les animaux. Le roi est blessé, on le désinfecte, mais aussi absurde que cela puisse paraître, personne ne songe à cautériser ses plaies. Alexandre, un peu trop sûr de lui, croit que ce n'est qu'une simple égratignure et ordonne que tout cela reste discret. Il est hors de question que la presse se moque de lui, d'autant plus que sa position est contestée. Il faut dire qu'Alexandre Ier n'était pas destiné à régner. Il avait été placé sur le trône à la suite de l'abdication de son père, et son mariage secret avec une roturière avait provoqué un scandale qu'il avait isolé de sa propre famille. Pour faire simple, il n'est qu'un roi fantoche sans réel pouvoir, et cet incident ne fait qu'aggraver sa situation déjà précaire. Malheureusement, dès la nuit suivante, son état s'aggrave. L'infection gagne du terrain, la fièvre monte et une septicémie s'installe. L'un de ses médecins suggère l'amputation de la jambe pour tenter de le sauver, mais aucun n'ose prendre la responsabilité d'un acte aussi risqué sur le roi. Et la situation politique explosive de la Grèce ne va pas aider Alexandre, bien au contraire. Le monarque appelle désespérément sa mère, alors exilée en Suisse, mais le gouvernement grec refuse de la laisser revenir. Seule sa grand-mère Olga obtient l'autorisation de rentrer en Grèce pour veiller à son chevet, mais il est déjà trop tard. Le roi Alexandre Ier des Hellènes s'éteint le 25 octobre 1920, à l'âge de 27 ans. Je trouve cette histoire fascinante, à la fois par l'absurdité de la mort d'Alexandre et par le contexte historique mouvementé dans lequel elle s'inscrit. Il ne fait aucun doute que son destin aurait été bien différent s'il n'avait jamais accédé au trône. Peut-être que vous regardez cette vidéo allongée sur votre serviette de plage en guettant distraitement la prochaine vague avant de retourner vous baigner. Mais imaginez juste un instant qu'au moment de votre baignade, vous sentiez soudainement une mâchoire gigantesque refermer ses crocs autour de votre tête. Aussi horrible que cela puisse paraître, ce cauchemar est bel et bien arrivé à Eric Nerus, au large des côtes australiennes. En janvier 2007, Eric, qui est un plongeur professionnel de 41 ans, descend comme à son habitude dans les profondeurs pour récolter des ormeaux. Habitué à plonger seul, il connaît les règles de prudence, les dangers et les gestes à éviter. Mais ce jour-là, l'Australien est loin d'imaginer qu'il va faire l'une des rencontres les plus terrifiantes qu'un être humain puisse vivre. Alors qu'il s'affaire à ramasser des mollusques sur le fond marin, un grand requin blanc de plus de 3 mètres surgit à toute vitesse et fonce droit sur lui. Eric n'a pas le temps de réagir. La gueule béante du squale se referme brutalement sur lui, le blessant grièvement à la tête et à la poitrine. Mais l'attaque ne s'arrête pas là. Le requin mord une seconde fois, agrippant cette fois son dos et son torse. La douleur est absolument abominable, Eric ne voit rien et est prisonnier de la gueule du requin. Dans un ultime geste de survie, il parvient à localiser l'œil du requin et, avec une force désespérée, enfonce le doigt dans l'orbite.
C'est un pari insensé, mais il fonctionne. L'animal relâche immédiatement sa prise. Profitant de cette ouverture, Eric se débat et parvient à se dégager, même si le requin tente encore de l'attraper et lui déchire son masque de plongée. Gravement blessé et le visage en sang, il remonte à la surface où son fils, resté à bord du bateau, l'aperçoit et le hisse à bord. Son corps est marqué par de nombreuses blessures et pourtant, il a survécu à une attaque de grands requins blancs. Cette histoire, digne d'un véritable film d'horreur marin, est pourtant bien réelle. Et puisque l'on parle de cinéma, restez attentifs les aventuriers. Un peu plus loin dans l'iceberg, je vous parlerai d'un incident qui a inspiré Steven Spielberg. Pour conclure cette deuxième strate de l'iceberg des attaques animales, laissez-moi vous raconter l'une des tragédies les plus marquantes et les plus terrifiantes de l'histoire de Finlande. Entre 1880 et 1881, la petite ville de Turku sombre dans l'horreur. 3 loups, insaisissables et déterminés, sèment la terreur en s'attaquant aux habitants avec une régularité glaçante. La nuit venue, les bêtes émergent des forêts enneigées, enlèvent leur proie, puis disparaissent dans l'obscurité. Et leurs victimes ne sont ni des adultes robustes ni des vieillards vulnérables, non. Ce sont des enfants, souvent âgés de 5 à 9 ans, que les loups choisissent avec une précision déconcertante. En tout, ce sont 22 enfants qui ont été victimes des loups pendant cette terrible période, plongeant la population dans une peur panique. Et face à l'ampleur du drame, vous imaginez bien que les autorités finlandaises réagissent sans attendre. L'État mobilise d'importantes ressources pour tenter d'éliminer les prédateurs. L'armée est dépêchée sur place et des chasseurs expérimentés venus de Russie et de Lituanie sont appelés en renfort. Mais malgré cette traque de grande ampleur, les loups demeurent insaisissables, glissant entre les mailles du filet et poursuivant leur cycle macabre dans les forêts denses du sud-ouest du pays. Les mois passent, les attaques continuent et l'espoir de les stopper semble s'étioler. Jusqu'au 12 janvier 1882 où un premier tournant survient. Une vieille louve est abattue par les chasseurs. 12 jours plus tard, c'est un mâle adulte qui meurt, empoisonné. Les 2 animaux sont capturés, exposés comme des trophées, et les attaques cessent enfin. Mais un doute terrifiant persiste. Le 3e loup, lui, n'a jamais été retrouvé. A-t-il péri loin des hommes, dans les profondeurs de la taïga? A-t-il poursuivi ses ravages ailleurs, loin des regards? Nul ne le sait vraiment, c'est à vous de me le dire les aventuriers. Bienvenue dans les eaux profondes de l'iceberg des attaques animales, un territoire sombre où l'on va lentement remonter vers les récits les plus tragiques et parfois les plus dérangeants. Le 24 février 2010 commence comme un jour ordinaire pour Dawn Brancheau, une soigneuse animalière expérimentée de 40 ans, employée à SeaWorld, un célèbre parc d'attractions en Floride. Ce jour-là, elle s'apprête à participer à une représentation bien connue du public, le Dining with Shamu. Derrière ce nom étrange, je vous l'accorde, se cache un spectacle durant lequel les visiteurs peuvent dîner tout en observant les orques réaliser leurs figures aux côtés de soigneurs. Dawn se prépare comme à son habitude. Elle enfile sa combinaison, puis entre dans le bassin aux côtés de Tilikum, un orque qu'elle connaît parfaitement bien et avec lequel elle a tissé un lien de confiance. Mais ce qui devait être une routine parfaitement huilée va bientôt basculer dans l'horreur. Sans prévenir, l'animal attaque Dawn par le bras et la tire violemment sous l'eau. Ce que les spectateurs vont voir ensuite dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Tilikum attaque sa dresseuse, la projette dans tous les sens et lui inflige de graves blessures. Et surtout, Dawn meurt noyée, maintenue sous l'eau par l'orque. La scène, d'une violence extrême, plonge le public dans un état de choc absolu. Il faudra attendre 45 longues minutes avant que Tilikum ne relâche enfin le corps de Dawn. Le décès de la dresseuse provoque une onde de choc. Personne ne s'attendait à une telle attaque, surtout pas de la part d'un orque élevé en captivité et censé être habitué à la présence humaine. Et pourtant, ce drame n'est pas un cas isolé. Car en remontant dans le passé, on découvre que Tilikum avait déjà été impliqué dans 2 autres décès. En 1991, il tue Kelty Byrne, une jeune étudiante en biologie marine. Puis en 1999, le corps de Daniel Dukes est retrouvé flottant dans le bassin du cétacé. Mais le plus choquant dans notre affaire, c'est peut-être la réaction de SeaWorld. Lors de l'enquête, les représentants du parc tentent de faire porter la responsabilité à Dawn, affirmant que l'orque aurait été distrait par sa queue de cheval. Finalement, le mari de Dawn n'engagera aucune poursuite judiciaire et le parc ne sera jamais officiellement reconnu coupable. Oui, vous avez très bien entendu, c'est absolument révoltant. Mais contre toute attente, ce drame marquera un tournant avec le succès du documentaire Blackfish. Ce film provoque un immense débat public et expose les effets dévastateurs de la captivité sous ces créatures marines aussi intelligentes que sensibles. Et face au scandale, SeaWorld finira par réagir. En 2016, le parc annonce la fin de la reproduction des orques en captivité ainsi qu'une transformation progressive de ses spectacles. Désormais, il s'agit davantage de programmes éducatifs que de numéros de cirque. Mais malgré ce revirement tardif, une question demeure et elle est cruciale.
Est-ce que de tels drames ne pourraient être évités si l'on cessait simplement de traiter des animaux sauvages comme des divertissements ambulants? Personnellement, je crois que leur place est dans l'océan et non dans une piscine chlorée. Et vous les aventuriers, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans la section commentaires. Restons un instant dans le monde du spectacle où la magie flirte parfois avec l'horreur. Le 3 octobre 2003, à Las Vegas, le théâtre du Mirage est plein à craquer alors que le célèbre duo de prestidigitateurs Siegfried et Roy s'apprête à se produire devant le public. C'est un jour spécial pour Roy qui fête son 59e anniversaire. Les projecteurs illuminent la scène, la musique monte et Roy s'avance seul dans l'arène à la rencontre de Mantacore, un tigre blanc de 7 ans qu'il connaît depuis des années. L'animal semble calme et les cris d'excitation du public retentissent dans les tribunes. A priori, rien n'indique un quelconque drame. Mais tout d'un coup, le tigre ne comprend pas, ou peut-être il ne veut pas comprendre. Il s'approche bien trop près, le museau presque collé au torse de Roy. La tension devint palpable et électrique dans la salle, personne ne mesure alors la gravité des événements qui vont se produire. En une fraction de seconde, l'ambiance bascule. Mantacore referme soudainement sa mâchoire sur le bras de Roy, puis agrippe sa veste. Roy tente de le calmer, mais le tigre ne lâche pas. Il le fait trébucher et le projette au sol. Sous les cris horrifiés du public, Mantacore traîne Roy comme une poupée de chiffon, l'emportant en coulisses dans une scène qui semble irréelle. Tout le monde retient son souffle. Est-ce que le pire s'est produit? Il faudra 4 hommes, un extincteur et des minutes interminables pour dégager Roy des crocs de l'animal. La scène est cauchemardesque. La panique règne dans les gradins et Roy est entre la vie et la mort. En effet, les blessures du magicien sont gravissimes. Une artère est touchée, une vertèbre est cassée et un AVC survient. Et pourtant, dans l'ambulance, Roy supplie qu'on protège Mantacore et qu'on l'épargne. Après l'attaque, le spectacle est suspendu, puis définitivement annulé. Une page se tourne pour Las Vegas, mais surtout pour Roy Horn, qui devra vivre avec des séquelles profondes. C'est un drame que beaucoup ont tenté d'expliquer. Erreur humaine, impulsion animale ou vengeance inconsciente d'un tigre enfermé depuis trop longtemps. Personne ne le saura jamais vraiment. Mais ce qui est certain, c'est que même les liens tissés pendant des années entre l'homme et la bête peuvent, en un instant, se briser et tout emporter avec eux. Mettons le cap sur l'Afrique du Sud pour y découvrir l'histoire à la fois fascinante et tragique de Marius Els. En 2005, cet ancien militaire, propriétaire d'une vaste ferme, décide d'adopter un jeune hippopotame de 5 mois qu'il baptise Humphrey. Très vite, l'animal devient une véritable mascotte et Marius raconte à qui veut l'entendre qu'il considère Humphrey comme son propre fils. Il faut dire que Marius n'en est pas à sa première excentricité. Sur ces terres vivent également une girafe, un rhinocéros et bien d'autres animaux sauvages. Mais Humphrey, lui, occupe une place à part. Il partage son quotidien, nage à ses côtés dans la rivière et se laisse même monter comme un cheval. Mais sa femme, Louise, reste beaucoup plus lucide. Inquiète, elle le met en garde à plusieurs reprises, conscient du danger que représente un tel animal, et elle n'est pas la seule. Humphrey a déjà causé plusieurs incidents. Il a tué des veaux appartenant à un voisin, s'est échappé pour suivre des golfeurs sur le terrain voisin et a même attaqué un canoë, forçant 2 hommes à se réfugier dans un arbre pendant 2 heures afin d'éviter de se faire charger. Mais Marius reste sourd à ces signaux d'alarme. Lors d'une interview, il déclare avec assurance « Je lui fais entièrement confiance, il ne ferait jamais de mal à personne. » Difficile de savoir si c'est de la naïveté ou de l'inconscience, mais Marius commet là une erreur fatale. Car il ne faut pas se fier à l'apparente bonhomie des hippopotames qui figurent parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. Leur force est colossale, leur défense aussi tranchante que des lames, et malgré leur taille imposante, ils sont capables de courir jusqu'à 50 km/h. Et vous vous en doutez, ce qui devait arriver arriva. En novembre 2011, le corps de Marius Els s'est retrouvé sans vie, gisant dans la rivière où il avait autrefois sauvé Humphrey lors d'une inondation. Son corps porte de profondes blessures et l'enquête révèle qu'il a été submergé. Cette histoire nous rappelle cruellement qu'aimer un animal sauvage ne suffit pas à le rendre inoffensif. Certains êtres, aussi fascinants soient-ils, ne sont pas faits pour vivre auprès de l'homme. Aveuglé par son affection et son orgueil, Marius Els en a payé le prix ultime. Que son âme repose en paix. Ah, voici une de mes histoires d'attaque animale préférées. Elle nous transporte à la fin du 19e siècle, alors que l'Empire britannique cherche à renforcer son emprise sur l'Afrique de l'Est. C'est dans ce contexte colonial vibrant qu'un projet d'envergure voit le jour. La construction d'un chemin de fer reliant l'Ouganda au Kenya, soit plus de 1000 km de rails à travers un territoire encore largement inexploré. Ce chantier titanesque mobilise plus de 35 000 ouvriers, pour la plupart venus du sous-continent indien. Ils travaillent sans relâche dans des conditions éprouvantes, exposés aux maladies, aux insectes et, comme ils ne tarderont pas à le découvrir, à une menace bien plus redoutable encore.
En mars 1898, lieutenant-colonel John Henry Patterson arrive dans la région de Tsavo, une terre aride et sauvage du sud du Kenya, à la réputation sinistre. Mais ce que Patterson va découvrir dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Chaque nuit, des ouvriers disparaissent sans laisser de traces, enlevés dans leur sommeil par de lions au comportement étrange. Ces deux fauves mâles, dépourvus de crinière, semblent dotés d'une intelligence presque surnaturelle. Ils ne craignent ni le feu, ni les clôtures d'épines installées par les ouvriers paniqués, et ils frappent avec une régularité terrifiante. Imaginez-vous un instant la scène. Vous dormez paisiblement dans une toile de tente après une dure journée de labeur, lorsqu'un bruit déchire le silence de la nuit. Bientôt, des lions s'infiltrent dans la tente et attaquent le camarade qui dort. Face à l'ampleur du drame, la construction du pont ferroviaire est suspendue. Les ouvriers, épuisés, terrorisés, fuient par dizaines, persuadés que les lions ne sont pas des bêtes ordinaires, mais des démons envoyés pour les punir. C'est alors que Patterson se transforme en chasseur. Il utilise des chèvres et des ânes comme appât, construit des miradors pour les observer à distance et passe des nuits entières à les attendre seul, dans l'obscurité, le fusil à la main. Après plusieurs échecs, l'Anglais finit par atteindre le premier lion. Sa carcasse est si massive qu'il faudra 8 hommes pour la déplacer. Le second, plus rusé encore, l'oblige à une traque de 20 jours supplémentaires avant qu'il ne réussisse enfin à le tuer. Ce n'est qu'alors que le chantier peut reprendre, mais le mal est déjà fait. Selon les estimations, 135 hommes ont été tués au cours de ces mois d'horreur. Les chercheurs ont proposé plusieurs hypothèses pour expliquer les attaques. Certains pensent que les lions s'étaient habitués à consommer des restes humains abandonnés, d'autres évoquent une épidémie de peste bovine qui aurait réduit leur gibier habituel et les forçant à s'adapter. Une autre théorie avance que l'un des lions souffrait d'un abcès dentaire qui le poussait à éviter les proies trop coriaces. Mais pour beaucoup d'ouvriers de l'époque, une seule explication tenait. C'était une malédiction. Le chemin de fer a finalement été achevé en 1899 et il est encore en activité aujourd'hui. Quant aux célèbres lions de Tsavo, leurs dépouilles naturalisées sont exposées au Field Museum de Chicago. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus et que cette histoire vous intrigue, je vous recommande fortement le film L'ombre et la proie, un petit bijou trop méconnu à mon goût. Félicitations les aventuriers, vous êtes arrivés à mi-chemin de l'iceberg. À mesure que nous descendons, les eaux deviennent plus sombres et les histoires plus terrifiantes. Je suis presque certain que vous connaissez Les Dents de la Mer, ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur signé Spielberg qui a glacé le sang d'une génération entière. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce film culte puise son inspiration dans une série d'attaques sanglantes qui a semé la panique dans le New Jersey durant l'été 1916. Tout commence le 1er juillet sur la paisible plage de Beach Haven. Charles Van Sant, un jeune homme de 25 ans, profite d'un après-midi ensoleillé pour se baigner sans se douter un instant qu'un requin rôde. Il est soudainement attaqué et ramené sur le sable, grièvement blessé. Il meurt quelques instants plus tard sous les regards médusés. 5 jours passent. À Spring Lake, Charles Brother nage avec assurance lorsqu'il est brutalement tiré sous l'eau. Le requin l'attaque et, malgré l'intervention des sauveteurs, il succombe à ses blessures avant d'atteindre la rive. 2 morts en moins d'une semaine. L'angoisse commence à gagner la côte est. Mais le plus improbable reste à venir à près de 18 km à l'intérieur des terres. Le 12 juillet à Matawan, Lester Stilwell se baigne dans un ruisseau calme lorsqu'une créature surgit des profondeurs boueuses et l'emporte sous les cris de ses camarades. Un homme du nom de Stanley Fisher, témoin du drame, se jette dans l'eau pour tenter de sauver le garçon de 11 ans. Mais son acte héroïque le coûtera la vie. Il est lui aussi mortellement attaqué par le squale. Un 3e garçon est mordu au mollet dans le même cours d'eau, mais s'en sort vivant de justesse. Les États-Unis sombrent alors dans la panique. Sur toute la côte, les plages sont désertées, des primes sont promises pour chaque requin tué, et même la garde côtière est immobilisée. Puis le 14 juillet, un grand requin blanc est capturé, et on découvre dans son estomac près de 7 kilos de restes humains. Ces 12 jours de terreur marquent profondément l'imaginaire collectif américain, jusqu'à ce que le film de Spielberg ancre définitivement la peur des requins pour de bon. D'ailleurs les aventuriers, est-ce que Les Dents de la Mer fait partie de vos films d'horreur préférés? Faites-le moi savoir en commentaire. Seriez-vous prêt à tout quitter pour vivre seul au cœur de la nature sauvage? C'est le pari fou qu'a tenté Timothy Treadwell, un homme persuadé qu'il pouvait vivre en harmonie avec les grizzlies d'Alaska. Dans les années 1990, Treadwell traîne sa peine en Californie. Il échoue à percer dans le cinéma, notamment ratant un rôle dans la série Cheers. C'est le début d'une spirale infernale pour l'Américain qui tombe dans l'alcool et les excès. Mais un jour, il décide de changer radicalement de vie. Il part pour le parc national de Katmai en Alaska et s'improvise protecteur des ours bruns. Pendant 13 étés, il vit au plus près de ces animaux sauvages, filmant leurs moindres gestes et leur parlant, convaincu qu'ils l'acceptent comme l'un des leurs. Pourtant, ses méthodes dérangent.
Les Rangers lui reprochent à plusieurs reprises de violer les règles de sécurité, mais Timothy refuse d'écouter. À l'automne 2003, alors accompagné de sa compagne Amy Huguenard, Timothy retourne au parc. Amy est peu rassurée et souhaite repartir, mais après un conflit avec une compagnie aérienne, le couple prolonge son séjour d'une semaine. Le 6 octobre, le pilote venu les récupérer découvre un campement désert. Les Rangers découvrent des traces d'une attaque d'ours, laissant peu de place sur ce qui s'est produit. Timothy et sa compagne ont été victimes d'une attaque particulièrement violente. Évidemment, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous pouvez imaginer ce qui s'est produit. La scène est insoutenable et monte un cran dans l'horreur lorsqu'un caméscope retrouvé sur place contient un enregistrement audio de 6 minutes du moment de l'attaque. On y entend les cris désespérés de Timothy, Amy qui tente désespérément de l'aider, puis le silence. Il était sans doute en train de filmer une nouvelle séquence lorsque l'ours s'est jeté sur eux. Ce drame a profondément marqué l'opinion publique. Bien que Treadwell ait été animé par un amour sincère des animaux, son comportement imprudent lui a coûté la vie ainsi que celle de sa compagne. Pour les spécialistes, sa mort était tragique, mais inévitable. Un crocodile dans l'avion. Cela pourrait sonner comme un mauvais film d'action avec Samuel L. Jackson dans le rôle principal. Et pourtant, cette histoire est bien réelle. Le 25 août 2010, un petit avion de la compagnie filaire d'école de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à destination de Bandundu. À bord du Let L410 Turbolet se trouvent 21 passagers et 3 membres d'équipage. C'est a priori un trajet banal et le vol se déroule normalement jusqu'à l'aéroport de Bandundu où, à quelques kilomètres de la piste, l'appareil s'écrase brutalement sur une maison. Et malheureusement, seule une passagère survit à l'accident ainsi qu'un crocodile. Décidément, ces bêtes sont increvables. L'accident intrigue rapidement les enquêteurs. Cependant, les causes habituelles du crash, comme la panne de carburant ou la défaillance mécanique, sont rapidement écartées. C'est le témoignage de l'unique survivante qui dévoile la raison aussi improbable que tragique de l'accident. Un passager avait caché un crocodile vivant dans un sac de sport et l'animal s'est échappé peu avant l'atterrissage, semant la panique dans la cabine. Pris de terreur, les passagers se sont rués vers l'avant de l'appareil, suivant une hôtesse affolée. Ce déplacement soudainement de masse provoque un déséquilibre du centre de gravité et le pilote perd alors le contrôle de l'appareil qui devient instable en vol et s'écrase quelques instants plus tard. Cet accident, vous conviendrez rocambolesque, révèle à quel point la sécurité aérienne repose sur des équilibres fragiles. L'affaire soulève également des questions sur le contrôle des bagages, surtout dans les pays où les normes de sécurité sont moins strictes. Comment un passager a-t-il pu embarquer un reptile dangereux sans être détecté? Mystère et boule de gomme. Au tout début du XXe siècle, dans les collines denses et boisées du Népal, une atmosphère de peur s'installe progressivement. Une tigresse s'est établie dans la région et, contrairement à ses congénères, elle s'attaque aux humains. Rapide, silencieuse, elle frappe ses victimes, puis disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue. Les villageois, bien que terrifiés, n'ont pas d'autre choix que de continuer à sortir pour cultiver la terre, ramasser du bois ou aller chercher de l'eau. Très vite, le nombre de victimes grimpe et plus de 200 personnes sont tuées au Népal. La panique est telle que l'armée elle-même organise une battue massive avec des centaines d'hommes et des éléphants. Poussée vers le sud, la tigresse franchit la frontière indienne puis s'installe dans la région de Champawat afin de poursuivre sa traque meurtrière. Là encore, les morts s'enchaînent. Le bilan total dépassera les 430 victimes, ce qui en fait le plus grand mangeur d'hommes de l'histoire. Enfin, presque. Vous verrez ça dans la suite de l'iceberg. En avril 1907, les autorités indiennes font appel à un chasseur britannique né sur le sol indien, Jim Corbett. Reconnu pour ses talents de pisteur et sa connaissance du terrain, Corbett accepte à condition qu'aucune prime ne soit promise et qu'aucun autre chasseur ne vienne interférer. Il refuse d'être pris pour un tueur de trophées ou de risquer sa vie à cause d'un tir croisé. Corbett se rend rapidement dans le village de Pali, l'un des derniers à avoir été frappé. Après avoir gagné la confiance des habitants, Jim recueille un témoignage poignant. Un groupe de femmes ramassait des feuilles pour le bétail lorsqu'un rugissement a retenti. L'une d'elles, perchée dans un arbre, a été attaquée brutalement par la tigresse et emportée dans la jungle sous les cris impuissants de ses camarades. La nuit suivante, Jim tente l'impossible. Il s'installe seul en bord de route, adossé à un arbre, dans l'espoir que la tigresse rôde dans les environs. Dans l'obscurité, les ombres bougent, les branches craquent et il croit voir des silhouettes félines approcher. Plus tard, il racontera: quand le vent nocturne agitait les branches, j'avais l'impression de voir une douzaine de tigres avancer vers moi. Mais rien ne se passe cette nuit-là, la tigresse est déjà partie. Quelques jours plus tard, une nouvelle attaque survient, cette fois à Champawat, à une vingtaine de kilomètres au nord. Corbett suit les empreintes et aperçoit la tigresse, mais il n'a pas le temps de tirer.
le félin s'échappe encore une fois. Le Britannique comprend alors qu'il n'a pas affaire à un animal ordinaire. Cette tigresse est rusée, prudente, presque stratégique. Pour en venir à bout, il mobilise plus de 300 villageois pour organiser une battue dans une gorge étroite où elle pourrait être acculée. Jim et le chef du village se postent en embuscade dans la gorge, prêts à tirer. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les hommes crient trop tôt, la tigresse surgit, les coups de feu éclatent, mais manquent leur cible. Dans la confusion, certains pensent que la bête est morte et des tirs de célébration fusent. Ce vacarme, au lieu d'achever la traque, réveille la tigresse. Elle surgit de nouveau, tentant cette fois de s'échapper. La situation est absolument critique. Jim n'a plus que 2 balles dans son fusil. Il tire une première fois, la tigresse est touchée à l'arrière. Elle rugit, furieuse, il tire à nouveau et la blesse encore. Mais le chasseur n'a plus aucune munition, il crie pour obtenir une arme, mais le vacarme empêche toute communication. Il court alors jusqu'au chef, qui comprend enfin et lui lance son fusil. Jim l'attrape au vol, se retourne et voit la tigresse charger. Si ce vieux fusil ne tire pas, alors c'est la fin pour lui. La tigresse n'est plus qu'à 20 mètres de lui, elle s'approche dangereusement. Il appuie sur la détente. La tigresse s'effondre, tuée sur le coup. Lorsqu'il examine son corps, Jim Corbett découvre ce qui a tout déclenché. Une vieille blessure par balle lui abîme une canine et, incapable de chasser ses proies naturelles, la tigresse est tournée vers l'homme. Cet épisode glorieux marque le début d'une série de tracks pour Jim Corbett qui abattra plusieurs autres mangeurs d'hommes. Mais surtout, il deviendra par la suite un protecteur passionné de la nature, militant pour la conservation des tigres et donnera son nom au tout premier parc national d'Inde, le parc Jim Corbett, encore actif aujourd'hui. Vous trouvez à présent dans les abysses de l'iceberg des attaques animales les aventuriers. Et pour inaugurer cette nouvelle strate, je vous invite à découvrir l'un des récits les plus bouleversants qu'il m'a été donné de lire. Taylor Mitchell n'avait que 19 ans. Chanteuse folk talentueuse, elle était en pleine ascension sur la scène musicale canadienne, portée par une voix singulière et une sensibilité rare qui lui avait déjà ouvert les portes de festivals prestigieux. Et franchement, si vous avez un moment, je vous invite à découvrir ses compositions. C'est beau, c'est sincère et ça m'a beaucoup touché. Le 27 octobre 2009, Taylor décide de randonner seule dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Le temps est doux et ensoleillé, ce qui est parfait pour une marche tranquille sur le sentier Skyline. Aux environs de 14h45, un couple de randonneurs la croise. Puis, peu après, sans que l'on sache pourquoi, elle fait brusquement demi-tour, rebroussant chemin sur la route d'accès. Moins de 20 minutes plus tard, un autre couple marche sur la même route lorsqu'ils aperçoivent 2 coyotes approchant calmement. L'un d'eux les photographie. Les animaux ne fuient pas, ne montrent aucune crainte, et l'un semble même afficher une attitude de défi, ce qui est un comportement très étrange pour des coyotes. 6 minutes plus tard, des cris déchirent le silence. Inquiets, les témoins préviennent les autorités et un groupe de 4 randonneurs décide d'emprunter la route d'accès et, rapidement, ils trouvent des objets personnels éparpillés, des vêtements déchirés et des indices d'une attaque violente. En avançant, ils découvrent Taylor gisant sur le sol avec un coyote posté au-dessus d'elle. L'animal, d'abord réticent à fuir, s'éloigne sous les cris et la pression du groupe. Taylor est évacuée en urgence vers l'hôpital de Chéticamp, mais malheureusement, elle succombe peu après à ses blessures. L'attaque choque le pays et les spécialistes sont abasourdis. Les coyotes, normalement craintifs, n'attaquent pas l'humain. Pour ainsi dire, Taylor n'est que la 2e victime connue d'un coyote après une fillette de 3 ans en 1981. On avance alors des hypothèses pour expliquer le drame. Maladie, croisement avec un loup, pénurie de nourriture, mais aucune n'apporte d'explication définitive. Une traque est lancée et plusieurs coyotes sont abattus, dont un grand mâle, identifié formellement comme l'agresseur grâce à des analyses ADN. Les mois suivants verront d'autres incidents moins graves, mais suffisants pour semer l'inquiétude. Enfin, en 2022, une étude révèle que les coyotes du parc s'étaient adaptés à une nouvelle proie, les élans. Ce changement de régime, pour expliquer pourquoi certains, désormais habitués à chasser du gros gibier, ont pu voir en Taylor une cible. Le 30 juillet 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale fait encore rage dans le Pacifique, le sous-marin du lieutenant-commandant Hashimoto repère l'USS Indianapolis. En pleine nuit, il lance 6 torpilles et 2 frappes le croiseur. La première explose dans la soute à munitions, la seconde embrase les réservoirs de carburant. En moins de 12 minutes, le navire sombre, emportant près de 300 hommes, mais aussi sa précieuse cargaison. L'Indianapolis transportait ce jour-là les composants de la bombe atomique. Mais ce n'est que le début du cauchemar pour les 900 survivants qui sont loin d'être tirés d'affaire. En effet, le chaos ambiant s'intensifie lorsque des requins-tigres font leur apparition, attirés par le bruit, le sang et les cris de panique. Harold Bray, l'un des rares escapés, racontera bien des années plus tard.
C'était une horrible expérience, il n'y avait rien de bon là-dedans. Chaque fois que vous regardiez autour de vous, quelqu'un avait disparu. Les requins étaient là, c'était une scène épouvantable. Puis un autre survivant ajoute: les requins étaient constamment là, se ruant sur les corps qui flottaient. La peur était constante, on perdait 3 ou 4 gars chaque jour et chaque nuit. Pendant 4 jours durant, les naufragés endurent les attaques, la soif, les blessures et le sel. Le salut arrive le 2 août, lorsqu'un pilote en patrouille repère une nappe de pétrole. Ce qu'il prend pour une trace de sous-marin ennemi est en réalité l'épave du croiseur. Il alerte la marine américaine et une opération de sauvetage s'organise. 7 navires finissent par récupérer les survivants. Cependant, sur les 1196 membres d'équipage, seuls 316 seront retrouvés vivants. Le capitaine du navire, Charles McVeigh, est tenu pour responsable et est accusé de ne pas avoir zigzagué une manœuvre navale supposée réduire les risques d'attaque. Hashimoto lui-même déclare que cela n'aurait rien changé. Malgré cela, Charles McVeigh est reconnu coupable. Harcelé pendant des années par les familles des victimes, il met tragiquement fin à ses jours en 1968. Ce n'est qu'en 2000 que le Congrès américain l'exonère, reconnaissant une erreur judiciaire. Alors, que retenir de cette histoire cauchemardesque les aventuriers? Tout d'abord, l'un des derniers faits d'armes de la marine impériale japonaise alors que la guerre touchait à sa fin. Mais surtout, un drame profondément humain, marqué par un naufrage et la pire attaque de requins jamais connue dans l'histoire. Si vous souffrez d'opiophobie, autrement dit la peur panique des serpents, je vous conseille vivement de passer à l'histoire suivante. Car ce que je m'apprête à vous raconter fait partie des récits les plus terrifiants jamais documentés. Le 25 mars 2017, Akbar Saloubiro, un jeune homme de 25 ans, quitte son domicile pour aller récolter des fruits dans une plantation isolée, nichée dans une zone reculée de l'ouest de l'île de Sulawesi. Mais, vous vous en doutez, il ne reviendra jamais. Dès le lendemain, son entourage donne l'alerte et les recherches commencent. Ce jour-là, un énorme python réticulé est aperçu non loin de la maison d'Akbar. L'animal semble étrangement lourd, presque incapable de se mouvoir. Intrigués et inquiets, les villageois s'approchent de l'animal et font une horrible découverte. L'homme qu'ils cherchaient se trouve à l'intérieur. Certains témoins rapportent avoir entendu des cris étranges provenant de la plantation la nuit précédente, mais personne n'aurait pu imaginer un tel scénario. Et vous non plus, je pense. Toutefois, il est peu probable qu'Akbar ait été avalé vivant. D'après les experts, le python l'aurait tué par constriction avant de l'avaler. Habituellement, les pythons ne ciblent pas l'homme. Mais selon le maître de conférence à l'université de Makassar, la destruction des forêts liée à l'expansion massive des plantations d'huile de palme force les serpents à s'aventurer hors de leur habitat naturel, les poussant à chercher de nouvelles proies dans des zones cultivées. Et ironie du sort, Akbar travaille justement dans une exploitation de palmiers à huile. Et bien que le gouvernement indonésien ait instauré un moratoire de 5 ans sur les nouvelles concessions, les enjeux économiques liés à l'huile de palme restent trop importants pour envisager une protection sérieuse des écosystèmes. Bref, cette histoire m'a glacé le sang et elle vient tout juste de me débloquer une nouvelle phobie. Et vous les aventuriers, quelle est la vôtre? Dites-le moi en commentaire. Nous approchons de la couche la plus sombre de l'iceberg. Mais avant de plonger plus profondément dans les récits d'attaques animales les plus glaçants, faisons un détour par les vastes savanes tanzaniennes, là où réalité et superstition se confondent. Notre histoire débute en 1945 dans la colonie britannique du Tanganyika. George Gilman Rushby, tout juste nommé responsable de la faune sauvage dans les hautes terres du Sud, est confronté à une situation hors du commun. Depuis 1932, des lions s'attaquent aux habitants de la région de Njombe. Le bilan est effroyable et dépasse les 1500 morts. Les survivants, traumatisés, refusent catégoriquement de s'exprimer. Les rumeurs en revanche prolifèrent. On dit que ces lions ne chassent pas seuls et qu'ils seraient sous le contrôle d'un sorcier banni du nom de Matamula. Accusé de corruption, il aurait juré vengeance, utilisant des rituels pour envoyer les lions attaquer les villages. Si cette idée peut vous sembler farfelue, elle s'ancre profondément dans les croyances locales. Et bien que Rushby ne prête guère foi à ses superstitions, il sait qu'il devra agir pour mettre fin aux attaques. Ainsi, en janvier 1946, accompagné de 6 pisteurs expérimentés, il entame une traque méthodique. Il pose des pièges, utilise des chèvres, des restes humains, et même George lui-même comme appât, mais les félins restent insaisissables. Puis, une nuit, alors qu'il loge dans un village attaqué, un cri retentit. George part aussitôt avec 4 hommes. Ils suivent les traces jusqu'à une clairière où 4 lions les fixent sans peur. Ils tirent sur Lionne qui s'effondre, puis demandent aux autres de prévenir le village pendant qu'ils dépècent l'animal. Au fil des mois, Rushby et son équipe parviennent à éliminer 3 autres lions. Mais la peur persiste.
19 nouvelles victimes sont dénombrées et, fait troublant, les villageois réclament désormais le retour de Matamula pour apaiser les lions. Ce n'est qu'en juillet 1947, après une traque acharnée, que les derniers félins sont abattus. Le calme revient dans les hautes terres du sud et Matamula retrouve, comme par magie, sa position de sorcier. Mais alors, comment expliquer une telle hécatombe ? Pour les plus croyants, c'est la preuve du pouvoir du sorcier. Pour les plus rationnels, en revanche, la réponse serait ailleurs. Une gigantesque clôture anti-peste bovine, érigée par les autorités coloniales, empêchait les lions d'accéder à leur proie naturelle. Affamés, ils se seraient tournés vers la proie la plus vulnérable, l'être humain. Si cette page peu connue de l'histoire tanzanienne vous intrigue, je vous invite à découvrir ma vidéo dédiée à ce sujet. En attendant, poursuivons notre plongée vers les profondeurs les plus inquiétantes de l'iceberg. Bienvenue dans les profondeurs les plus obscures de notre iceberg, là où la lumière de la surface est éteinte depuis longtemps et où seuls les plus courageux d'entre vous ressortiront indemnes. Car ce que je m'apprête à vous raconter dépasse l'entendement. On dit souvent que tout est bon dans le cochon. Mais je pense que cette histoire va vous faire sérieusement douter. En octobre 2012, Terry Vance Garner, un fermier de 69 ans sans histoire, disparaît alors qu'il part nourrir ses cochons, comme chaque matin. Quelques heures plus tard, sa famille se rend dans l'enclos à cochons et fait une découverte abominable. Au sol, le dentier de l'homme est découvert. Ça ne fait aucun doute, il a été victime de ses propres porcs. Les enquêteurs, sous le choc, peinent à comprendre et plusieurs hypothèses sont envisagées. Peut-être Terry a-t-il été victime d'un malaise, s'effondrant devant les animaux, qu'il aurait ensuite consommés. C'est déjà terrifiant, mais une autre possibilité bien plus troublante ne peut pas être écartée. En effet, quelque temps auparavant, l'un des cochons avait mordu Terry. Ce dernier avait songé à l'abattre avant de changer d'avis. Cette hésitation lui aura-t-elle coûté la vie ? Car certains pensent que les porcs auraient pu volontairement le faire tomber, l'assommer, puis le dévorer. En effet, à la différence d'autres animaux d'élevage comme les vaches ou les chevaux, les cochons sont omnivores. Et bien qu'ils soient généralement dociles, leur comportement peut basculer en un instant. Quoi qu'il en soit, je ne verrai plus jamais les cochons du même œil après cette sordide affaire. Cette histoire digne d'un roman d'Orwell nous rappelle que certains instincts, aussi enfouis soient-ils, peuvent ressurgir sans prévenir, même au sein des animaux que l'on croit apprivoiser. Il n'y a sans doute rien de plus déchirant que la perte d'un enfant, mais quand cette perte survient à la suite d'une attaque animale, l'horreur franchit un seuil difficilement concevable. Le 16 août 1980, Michael et Lindy Chamberlain, accompagnés de leurs 3 enfants Hayden, Regan et la petite Azaria, âgée de 9 semaines, partent camper à Uluru, un gigantesque monolithe sacré qui domine le désert rouge australien. Le séjour débute paisiblement. La famille explore les environs et partage des repas avec d'autres campeurs. Mais le lendemain, vers 20h, Lindy entend un cri venant de la tente où dort Azaria. En s'y précipitant, elle découvre la silhouette d'un dingo s'enfuyant en toute vitesse dans l'obscurité. Et lorsqu'elle en trouve la toile, le cauchemar se révèle. Son bébé a disparu. Lindy hurle alors cette phrase devenue tristement célèbre. « Un dingo a pris mon bébé !» Très vite, des recherches sont lancées et quelques jours plus tard, un touriste découvre une combinaison et un petit linge près d'un terrier de dingo. Mais l'opinion publique ne tarde pas à se retourner. On juge Lindy trop froide et certains critiquent son appartenance à l'église adventiste du 7e jour. D'autres répandent de fausses interprétations du prénom Azaria, qui l'affirment signifier sacrifice dans le désert. Le 20 février 1981, un premier coroner conclut pourtant que l'enfant a bien été victime d'une attaque de dingo. Mais cette vérité ne suffit pas. En septembre 1982, Lindy est arrêté et accusé d'homicide et Michael, lui, est poursuivi pour complicité. Le procès, qualifié de procès du siècle, divise l'Australie. Dehors, certains manifestent en clamant « Le dingo est innocent !» À l'intérieur du tribunal, Lindy, alors enceinte de son 4e enfant, est reconnue coupable et condamnée à la prison à vie. Et puis, en 1986, le destin relance les dés. Un randonneur meurt en chutant d'Uluru. Lors des fouilles, la police découvre un gilet de bébé, exactement celui que portait Azaria le jour de sa disparition. Lindy est immédiatement libérée, puis une commission royale démontrera que les supposées traces de sang dans la voiture familiale n'étaient que des résidus techniques. Et enfin, en 2012, après plus de 30 ans d'errance judiciaire, un dernier coroner établit enfin la vérité. Azaria Chamberlain est bien morte, emportée par un dingo. Peu d'entre vous le savent, mais le Myanmar fut le théâtre de conflits sanglants lors de la Seconde Guerre mondiale. En janvier 1945, sur l'île tropicale de Ramri, s'est déroulé l'un des épisodes les plus terrifiants de la guerre à la frontière du cauchemar.
Dans le cadre de leur avancée vers le Japon, les forces alliées déclenchent l'opération Matador afin de reprendre cette position stratégique dotée d'un port et d'un aérodrome indispensable au contrôle de la région. Le 14 janvier, les troupes britanniques et indiennes débarquent sur l'île et s'emparent de plusieurs positions, malgré une défense acharnée des troupes japonaises. Le 9 février, les défenses japonaises s'effondrent. 1 millier de soldats japonais refusent de se rendre et se replient vers l'est de l'île, tentant de s'échapper à travers une vaste mangrove infestée de marécages boueux. Mais en pénétrant dans ce labyrinthe de végétation tropicale, ils entrent dans un environnement hostile qui ne leur laissera aucune chance. Privés de vivres, exténués et blessés, les Japonais font face aux pires ennemis qu'un soldat puisse affronter. Les maladies tropicales, les serpents venimeux et surtout les crocodiles marins dont certains peuvent dépasser 5 mètres. Attirés par l'agitation, le sang et les corps affaiblis, ces redoutables prédateurs rôdent silencieusement dans les eaux sombres. Le 19 février, Bruce Stanley Wright rapporte une scène d'épouvante. Cette nuit-là est la plus horrible qu'aucun membre des équipages du lancement à moteur n'ait jamais connue. Les cris des blessés dans les mâchoires d'énormes reptiles, le bruit étouffé des crocodiles qui se déplacent, c'est une cacophonie rarement reproduite sur Terre. Le 22 février, la résistance nippone cesse et seule une poignée de survivants émergent des marécages. Selon certains récits, à peine 20 hommes sur plus d'1 millier sont retrouvés vivants. La bataille de Ramree Island est souvent citée comme le plus grand massacre d'hommes par des animaux jamais recensés. Pourtant, cette version a été contestée. En 2011, l'historien Frank McLean remet en cause l'idée d'un carnage par crocodile, avançant que la mangrove ne pouvait pas émerger une population aussi grande. Alors, vérité historique ou exagération ? Quoi qu'il en soit, la bataille de Ramree reste gravée comme un épisode unique de la guerre qui s'est trouvé décuplé par la cruauté de la nature. Nous voici tout en bas de l'iceberg après un périple à travers les pires attaques animales de l'histoire. Pour conclure notre voyage, je vais vous raconter l'histoire de la légendaire bête du Gévaudan qui a terrorisé le sud de la France. Entre 1764 et 1767, une mystérieuse créature sème la peur dans les terres isolées du Gévaudan. Une jeune bergère du nom de Jeanne Boulet est retrouvée sans vie, victime d'une attaque particulièrement brutale. Rapidement, d'autres attaques suivent et les descriptions glaçantes se multiplient. La créature s'attaque à ses victimes avec une violence rare. Les témoins rescapés évoquent un animal immense, au pelage roux rayé de noir, doté d'une puissante mâchoire, d'une longue queue et d'un comportement presque intelligent. Certains affirment même l'avoir vu marcher sur 2 pattes ou éviter délibérément les pièges. L'affaire prend alors une ampleur nationale. Le roi Louis XV, alerté, dépêche des chasseurs professionnels pour en venir à bout. Tout d'abord le capitaine Duhamel puis les frères Denneval, mais aucun d'entre eux ne parvient à stopper l'hécatombe. En 1765, le roi envoie alors François-Antoine, son porte-arquebus personnel. Après une immense battue, Antoine abat un loup gigantesque qui l'empaille et envoie à la cour. Louis XV annonce la fin de la bête. Fin de l'histoire ? Pas vraiment les aventuriers. Les attaques reprennent, plus violentes encore. C'est finalement en juin 1767 que Jean Chastel, un chasseur local, parvient à abattre un étrange animal. Cette fois-ci, c'est la bonne, les attaques cessent pour de bon. On estime que la bête du Gévaudan aurait fait entre 88 et 124 morts en 3 ans. Depuis plus de 2 siècles, la véritable nature de la créature reste un mystère. S'agissait-il d'un ou plusieurs loups particulièrement agressifs ? D'une hyène échappée d'une ménagerie et dressée pour tuer ? Ou bien d'un tueur en série, voire même d'un groupe organisé, profitant de la psychose ambiante pour frapper dans l'ombre ? Aujourd'hui encore, les archives nationales ne permettent pas de trancher. La bête du Gévaudan demeure l'un des plus grands mystères français entre réalité sauvage et légende noire. Mais une chose est certaine. Pendant 3 longues années, une région tout entière a vécu dans la peur d'un monstre venu du fond des bois. Et voilà qui clôt notre plongée au cœur des pires attaques animales recensées dans l'histoire humaine. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment, que ce soit sur votre serviette de plage ou devant l'écran de votre télévision. En tout cas, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil exceptionnel que vous avez réservé à l'iceberg des disparitions mystérieuses. Je réfléchis déjà à de futurs épisodes. Pourquoi pas un iceberg sur l'archéologie interdite, les expéditions perdues, ou même des sujets plus surnaturels comme les phénomènes paranormaux, les légendes oubliées ou les mystères inexpliqués. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ce sont de petits gestes, mais ils font toute la différence pour soutenir mon travail. Bref, il est désormais temps de refermer cette parenthèse animalière, les aventuriers. Je vous souhaite de très belles vacances, courage aux travailleurs, et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Terra Nova pour une nouvelle aventure.